Alors, rebonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Marie Watt, je suis Social Media Manager à Toucher et je suis très heureuse d'animer ce webinaire cet après-midi. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. C'est bon. Donc, avec moi aujourd'hui, du côté de la team Toucher, Madame Aminata Ly, qui est notre directrice marketing, Monsieur Abdoulaye Main, qui est fondateur de Toucher. Je vois aussi qu'il y a Monsieur Guillon et la team technique, le pôle marketing et BizDev, tout le monde est connecté du côté de Toucher. Mais également, nous avons un invité d'honneur, Monsieur Amidou Kassé, qui nous a finalement rejoint à 15h30. Monsieur Kassé de la présidence, il est là, c'est notre invité d'honneur. Oui, bonjour. J'en profite. Bonjour, Monsieur Kassé. J'en profite aussi pour dire bonjour à nos partenaires qui sont connectés aussi, à GES et Go My Code Sénégal, dont le représentant va intervenir à la fin. Et enfin, nous avons nos speakers qui nous ont honorés de leur présence cet après-midi. Donc, nous avons M. Douglas Miandou, M. Samuel Faye, Mme Khadijatou Samb et M. Cherif Ndiaye. Donc, à qui je vais laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter. Donc, nous allons commencer par M. Samuel Faye pour les présentations. Bien, merci, madame. Je salue les différents conférenciers intervenants et toutes les personnes qui sont connectées ce soir avec nous. Donc, je me nomme Samuel Faye. Je suis dans le paysage de l'enseignement depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis directeur national au ministère des Pêches et de l'économie maritime, donc directeur du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. Et à côté de cela, je suis l'un des fondateurs du réseau Ramsès. Ramsès qui est le réseau africain de mobilité sud-sud. Donc, c'est un réseau qui a l'ambition de développer une mobilité entre plusieurs universités africaines. Et ce réseau a vu le jour en 2021. Il est implémenté. Et pour l'année à venir, l'année 2021-2022, nous aurons les différents étudiants membres du réseau Ramsès qui pourront avoir cette mobilité. Je viendrai plus tard plus en détail sur la raison d'être de ce réseau. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation, M. Faye. Alors, je passe la parole à M. Miandou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Douglas Miandou, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en matière. Un instant, M. Miandou. Normalement, M. Kassé, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Monsieur Kassé? Ah ouais, excusez-moi, je suis entre... Ce n'est pas grave. Je suis entre deux fers. Alors, je voudrais saluer tout le monde. C'est Elhadj Kassé. Je suis plutôt philosophe de formation, pas enseignant, et journaliste de métier. Voilà. Super, super, super. Alors, je vais repasser la parole à M. Miandou. Mais M. Kassé, est-ce que vous pouvez couper votre micro en attendant? C'est bon, je pense que c'est bon. Vous pouvez y aller, M. Douglas. Donc, je suis Douglas Miandou, je suis le président de l'association 10 000 codeurs. Super, super. Madame Samb, vous êtes là? Madame Wade. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et bravo à Toucher pour tout ce qui se fait dans l'écosystème du numérique éducatif. Moi, c'est Madame Diop, Khadijatou Fall Samb. Je travaille à l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément au niveau de la direction de la communication et du marketing, qualité de chef de bureau digital. Et je suis par ailleurs cofondatrice de la plateforme l'ASIA Sénégal. Merci beaucoup. Super. Merci à vous de votre présence. Donc, nous allons terminer avec le dernier speaker, M. Cherif Ndiaye. Est-ce qu'il est là?
Oui. Super. Merci à Toucher d'avoir regroupé, en tout cas, des amis que j'avais perdus de vue, donc Douglas, Samuel, voilà, que je revois, Mahadi, qui est en même temps une collègue à moi. Voilà, mes compliments à toute l'équipe de Toucher, donc Abdoulaye Mbang, Donatien, Floris et Amina, en tout cas, que j'ai eu à rencontrer et à échanger. Mon nom est Chérif Ndiaye et je suis fondateur de la plateforme École au Sénégal. Super, super. Merci beaucoup, Chérif, d'être là aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, ce webinaire est organisé par Toucher. Du coup, je vais donner la parole à notre directrice marketing, Madame Amina Tali, qui va un peu revenir sur Toucher. Merci Marie et merci tout le monde. Merci aux speakers aujourd'hui qui nous ont permis de tenir ce webinaire et qui ont aussi accepté de participer à ce webinaire que nous préparons maintenant depuis 2 mois. Alors, Toucher, pour aller très rapidement, c'est une plateforme digitale, un réseau social éducatif qui est dédié au partage de connaissances en ligne. Donc, et qui allie 2 super concepts, un réseau social comme Facebook, comme Twitter. Vous pouvez, à travers la plateforme Toucher, vous connecter grâce à la création de votre compte. Et vous avez un feed sur lequel vous pouvez voilà, ajouter du contenu, des photos, des vidéos, partager, liker sur des gens. Et un digital learning qui permet à des formateurs, à des instituts et à des apprenants de monter en compétences et de partager de la connaissance pour des apprenants, tout simplement. Donc, je vais donner la parole à Marie et on aura l'occasion de reparler un peu de cette plateforme digitale exclusive qui prépare son gros lancement le mois de novembre, Inch'Allah. D'accord. Merci, Madame Lee. On va reprendre vers la fin pour parler de la version de l'app qui est en train d'être développée actuellement et surtout du nombre d'inscrits et des événements à venir pour la fin d'année. Donc, comme elle vient de le dire, par ailleurs, moi, je vais continuer sur le déroulé du webinaire. Donc, tout au long de ce webinaire qui va durer 1h30, 15h30, 17h, les échanges vont se poursuivre autour de 5 questions avec nos différents speakers. Et comme je le disais tout à l'heure dans la présentation plus haut, vers la fin, nous allons donner la parole à notre invité d'honneur, M. Kassé. Monsieur Kassé est un de nos partenaires, Go My Code, dont le représentant est déjà connecté, Monsieur Vincent. Et je vais un peu revenir aussi sur le choix du thème. Pour rappel, la thématique, c'est essor du digital learning, enjeux et opportunités pour l'Afrique. Alors, de plus en plus plébiscité, surtout avec la crise sanitaire mondiale, c'est-à-dire le coronavirus, qui sévit d'ailleurs toujours, le digital learning intègre de plus en plus notre quotidien, que l'on soit un apprenant, soit un professionnel, soit une entreprise, ou même une école ou institut de formation. Le digital learning occupe de plus en plus une grande place dans notre vie de tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que l'Afrique n'est pas en reste, d'où le choix de cette thématique qui est de l'heure. Donc, sans plus tarder, on va démarrer dans la deuxième grande partie de ce webinaire qui est la réponse aux questions. Et moi, ma première question pour nos différents speakers qui sont aujourd'hui avec nous, pour rappel, M. Douglas Miandou de 10 000 codeurs, Mme Sam de l'Asia, M. Chérif Ndiaye de EAS et M. Samuel Faye qui représente le Ramsès de réseau. Je vais commencer par la première question. Alors, à tous les speakers, le digital learning en Afrique, un vaste écosystème en pleine évolution. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Qui veut se lancer? Bon, je vais me lancer. Super, merci M. Miando.
merci pour cette question. Alors, moi, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être qu'on revoie un peu la définition du digital learning. Je pense que ça aurait été bien de se dire, et au niveau sémantique, je me suis dit, digital learning, c'est plus en fait un moyen d'apprendre plutôt qu'un écosystème en tant que tel. D'accord? Donc maintenant, c'est vrai que si on entend par digital learning un moyen à travers le digital d'apprendre, d'acquérir des connaissances, soit à travers du full digital, soit du blend, combiné effectivement des techniques traditionnelles, on voit que de manière générale, la connaissance, l'accès à la connaissance, qui commence avec le Internet de base et qui effectivement finit par des éléments plus spécifiques, ça se développe. Maintenant, ce que j'aurais voulu et également qu'on cadre un peu, c'est on utilise le digital learning pourquoi et pour qui et dans quels objectifs. Je pense que ce serait intéressant. Nous, chez Dimicoder, nous, on voudrait fabriquer des jeunes et des moins jeunes qui ont, une culture générale du numérique et deux, qui ont des aptitudes fondamentales en développement personnel. Et donc, tout ce que je vais dire, moi, pendant cet échange, ça va aller dans ce sens. Et tous les challenges que je vais proposer dans cet échange, ça va aller dans ce sens. Est-ce que, avec des acteurs comme Toucher, par exemple, en quoi le digital learning façon Toucher, donc j'ai noté Madame Lee, j'ai entendu la double compétence réseau social et partage de connaissances, en quoi cette double compétence va permettre de créer, de fabriquer des profils qui ont une culture numérique générale et en plus qui ont des aptitudes fondamentales en développement personnel parce que finalement, c'est ce que cherchent les entreprises. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, il y a des acteurs qui développent. Nous-mêmes, Dimicoder, je rappelle que Dimicoder, notre objectif initial historique, c'était 10 000. Donc, on voulait en 10 ans, 2015-2025, former 10 000 profils dans le métier de développeur. Depuis, les choses ont évolué. Notre périmètre a évolué. Et aujourd'hui, notre priorité, c'est simplement d'améliorer l'employabilité de la jeunesse africaine globale. Et donc, améliorer l'employabilité de la jeunesse africaine pour qu'elle puisse s'autonomiser via le numérique. Donc, nous-mêmes, nous apportons à travers des webinaires tous les soirs, 20h, heure de Paris, nous apportons en fait de la connaissance. Nous sommes pour la jeunesse du continent un moyen de se former et d'apprendre numériquement. Et la proposition que j'aurais de manière générale, c'est que de dire, et là j'empiète peut-être un petit peu sur les autres questions, c'est de dire que le digital learning seul, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est encadrer les jeunes et que les jeunes aient des repères. Dans les repères, il va y avoir des gens qui leur apportent de la connaissance de qualité. Et dans les repères, il va y avoir des entreprises qui vont être capables de les absorber à partir de leur population. Et donc, c'est aussi un appel que je fais à tous les intervenants ici, c'est que nous avons, nous, un modèle dans lequel cette connaissance qu'on donne, elle est d'une part de qualité, fournie par des personnes qu'on peut identifier, fournie avec bienveillance, ça c'est très important, très 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 important, parce qu'on doit dépasser d'après moi le côté transactionnel de la connaissance. Il faut qu'il y ait de la bienveillance. C'est pour ça que je salue la dynamique au réseau social de Toucher. Et il faut que derrière, il y ait en fait des structures pour absorber. Voilà en quelques mots. Donc oui, c'est concurrentiel. Par exemple, moi, je suis en contact avec une structure qui s'appelle YouLearn. Voilà, YouLearn, qui est aussi basée sur le partage de connaissances et aussi sur cette possibilité par n'importe qui de partager de la connaissance et de gagner sa vie à partir des connaissances qu'elle partage. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se développe. Alors, chacun avec ses atouts marketing, chacun avec son positionnement, chacun avec ses armes. Mais je pense que le partage de la connaissance est important. Et l'enjeu pour moi, je le répète, c'est qui va fournir la connaissance, dans quel esprit et avec quel savoir-faire. Parce que transférer la connaissance, la formation, c'est un métier. Apprendre, c'est un métier. Transmettre, c'est un métier. Donc, voilà un petit peu les enjeux que je vois. Oui, il y a une concurrence. Il y a de plus en plus. Il y aura de plus en plus d'acteurs. À mon avis, le sujet, c'est
quelle qualité en fait de contenu, quelle qualité pédagogique, et puis quelle finalité au niveau de l'apprentissage. Voilà un petit peu les trois éléments qui me semblent extrêmement, extrêmement importants et sur lesquels nous, on est particulièrement vigilants. Effectivement, effectivement. Et M. Cheringa, est-ce que vous partagez cet avis sur le fait que le digital learning en Afrique est un vrai écosystème qui est en train de vraiment évoluer avec un acteur comme Dimin Coder, comme M. Miandou vient de nous le présenter? Quel avis avez-vous sur cette évolution qui se fait? Vous l'avez dit, il y a une évolution et je salue l'intervention de Douglas qui n'a pas lâché, qui est là depuis 2015, il l'a rappelé, avec un objectif bien précis, donc de former au début 10 000 codeurs. Ça veut dire lui-même qu'il s'est mis dans une dynamique donc, de développement, sachant qu'il y a un marché potentiel qui était là, qui avait besoin de nouvelles compétences, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est de nouveaux métiers. Qui dit nouveau métier dit donc forcément nouvelle formation, qui dit nouvelle formation dit également nouvelles ressources, donc des compétences qui n'existaient pas, et qu'on découvre. Et voilà, donc c'est vraiment, pour reprendre donc un jargon mathématique, c'est l'univers des possibilités. C'est comme ça que je défierai donc le thème, tout en félicitant l'initiative de Toucher. Je l'ai dit donc lors de notre rencontre, c'est bien qu'en Afrique qu'on puisse avoir donc de vraies entreprises qui se positionnent et qui phagocytent, si le terme est un peu truc, donc les différents contenus qui étaient dispersés par-ci, par-là. Donc, le fait d'avoir une plateforme intégrateur de l'ensemble de ces ressources-là, avec bien entendu un modèle économique où le produit contenu également voilà, va voir son travail donc valorisé et puis gagner quelque chose, je veux dire, c'est tout bénéfique. Et tout ça de manière ergonomique, couplée avec un réseau social. C'est vraiment à saluer. Maintenant, l'Afrique a beaucoup d'enjeux, mais l'Afrique n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Ça veut dire qu'on part à notre rythme. Cela dit, le numérateur, le numérique en tant que tel est un accélérateur de croissance. Mais au vrai sens du terme, et le premier levier sur lequel il faille donc travailler, c'est celui donc de l'éducation. Parce que sans éducation, je veux dire, on rate le train et ce train-là ne va pas s'arrêter. Il est important donc de pouvoir, au début, je pense qu'on puisse avoir, autant que faire se peut, cette culture numérique. Avoir la culture numérique signifierait quoi? Ne pas faire n'importe quoi, je veux dire, sur un objet qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on va tendre de plus en plus vers, je veux dire, de la robotique. On va avoir des collaborateurs qu'on ne va pas connaître, qui sont des robots, qui vont être nos patrons, ou bien qui vont travailler pour nous. Donc, ces gens-là, il faudrait connaître leur langage, il faudrait anticiper sur eux. Ils ont une intelligence, des fois, en fait, la plupart du temps, supérieure à l'intelligence humaine, même si, par ailleurs, c'est une création humaine. D'où cette notion donc, de culture. Donc, les enjeux, pour moi, sont multiples et variés. Il est important qu'on ne puisse pas donc rater le coche en formant autant que faire se peut. Donc, ce vivier-là qui va faire donc l'Afrique d'aujourd'hui. Je ne parle pas donc de l'Afrique de demain. Et c'est le rôle aujourd'hui qu'École au Sénégal échoue. C'est une démarche qui s'est voulue entre guillemets donc altruiste. Nous nous sommes dit nous allons quand même offrir le contenu éducatif donc qui s'y est pour tout élève qui a envie d'apprendre. Parce que
l'apprentissage ne doit pas être une contrainte. Aujourd'hui, les enseignants, les bons enseignants, n'étaient pas valorisés. Je parle du cas du Sénégal parce que ce métier-là, voilà, je veux dire, ne faisait plus rêver. Donc, il est important que ces enseignants-là, qu'on puisse leur donner donc, le poids qu'ils méritent par rapport à la société, parce que c'est eux qui forment ce capital humain. Quand on parle donc de développement, le développement ne peut pas se faire non plus sans de bonnes compétences humaines. Et ces compétences-là sont formées par les enseignants. Donc, pour nous, il était important qu'on puisse identifier les meilleurs enseignants où qu'ils puissent être et les convaincre afin de partager donc leur savoir. Et ça de manière organisée. Ça veut dire quoi? On passe donc par un appel à candidature. C'est une démarche volontaire. La personne donc soumissionne au projet. Il est sélectionné. Après, c'est des entretiens, c'est des simulations jusqu'à la production de contenu et après un contrat qui nous lie entre l'enseignant et École au Sénégal. Sachant que nous, on achète le contenu dans son intégralité et le contenu est une propriété donc exclusive donc d'École au Sénégal. Voilà comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui sur la plateforme École au Sénégal. Sans exagérer, je pense qu'on est à peu près à 3800 ressources, donc 100% vidéo, avec 80% du programme de la seconde à la terminale, quelle que soit la série, donc série scientifique comme littéraire, donc 80% qui est déjà produit, à l'heure. Donc au niveau moyen, ça veut dire de la 6e en classe de 3e, ça veut dire voilà, le collège. On a 50% également des contenus qui sont produits, aussi bien pour les sciences que pour les séries littéraires. Donc, c'est au niveau primaire où vraiment il y a le challenge à faire. Et là, on est quasiment à 0 contenu. Et voilà, je pense que l'appel à venir. Oui, l'appel à candidature a été lancé, les enseignants sélectionnés et la production donc, va démarrer durant la semaine prochaine, je l'espère. Grosso modo, en résumé, c'est ce que je fais, mais il est important que l'Afrique puisse saisir donc, cette opportunité et voilà, qui permet en tout cas de résolver également ce problème donc, d'employabilité. Et je pense peut-être Douglas va venir entrer en profondeur donc, sur cette thématique-là. Super. De très belles initiatives, d'où cette invitation à ce webinaire aujourd'hui. Je vais donner la parole à M. Samuel Faye, qui va un peu répondre à la question et revenir sur le réseau Ramsès. Monsieur Faye, vous êtes là? Oui, parfaitement. Alors, merci pour ces belles interventions et ces enrichissantes contributions. Alors, je pense que ceux qui sont intervenus ont mis l'accent sur les problématiques qui nous interpellent aujourd'hui par rapport aux enjeux du digital learning au niveau du continent. Ils sont des enjeux avérés parce que les pays d'Afrique, de manière générale, dont le Sénégal et beaucoup d'autres pays, se sont inscrits dans une dynamique d'émergence. Or, nous savons que l'une des armes principales pour cheminer vers une émergence durable, c'est former un capital humain capable de relever les défis qui interpellent la nation, qui interpellent la région ou la sous-région. Et au cœur de la formation de ce capital humain, il y a aujourd'hui ce que nous faisons de mieux et les défis qui nous interpellent. Ce que nous avons toujours fait et que nous faisons de mieux, c'est l'enseignement scolaire classique, tel qu'il s'est longtemps matérialisé au niveau de nos pays. C'est aller à l'école devant un répétiteur, devant un prof. Et c'est une culture qui se transpose même parfois dans la vie professionnelle. C'est que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement une culture numérique très forte ont toujours besoin de voir en chair, de voir devant l'intervenant, le répétiteur, le prof qui est présent et qui transmet un savoir. Et c'est là d'ailleurs que beaucoup de rencontres qui auraient pu se faire de manière virtuelle et beaucoup de connaissances qui auraient pu être acquises par une auto-formation, une formation personnelle, s'acquièrent ces connaissances à travers des rencontres physiques. C'est une culture. Je pense que c'est un élément qui a formaté pendant longtemps le système. Mais c'est un système, ce sont des pratiques qui sont à bout de souffle.
qui sont à bout de souffle. Parce que oui, moi, je suis convaincu que rien ne pourra qui vient dispenser son savoir. Aujourd'hui, pour pouvoir toucher plus de monde et démocratiser la formation, l'usage des outils du digital learning est devenu fondamental, est devenu une exigence. Je pense que l'École du Sénégal ou École au Sénégal l'a compris. Et c'est pour cela que des intervenants, des profs viennent dispenser un savoir, des connaissances via une plateforme mise en place et qui est de plus en plus suivie par la communauté des jeunes élèves et étudiants. Donc, c'est une étape qui est aujourd'hui incontournable. Mais les défis demeurent parce qu'on parle des enjeux du digital learning. On peut bien évidemment un bon portrait de ce qui se fait et de ce qui s'est fait. Le Sénégal a fait des avancées majeures sur la connectivité et l'accès à l'Internet, la transmission de connaissances à travers l'université virtuelle. Oui, c'est autant de réalisations. Mais force est de reconnaître qu'il y a encore des défis qui nous interpellent si on veut aller vers une véritable révolution numérique à l'échelle de la transmission du savoir. Pas parce que nous n'avons pas seulement suffisamment investi en termes d'infrastructure numérique, mais aussi parce qu'il y a une culture à construire. Et cette culture du numérique, elle se construit, elle s'acquiert dès le bas âge. Quand nous parlons de digital learning, Douglas est intervenu au début pour rappeler sur le plan sémantique la définition qu'il donne du digital learning. Le digital learning, c'est l'apprentissage dès l'éducation à travers les études numériques dans l'enseignement supérieur, mais c'est aussi pour le jeune professionnel l'usage de ces outils pour se mettre à niveau, se mettre à jour et continuer à cheminer vers une dynamique de performance. Nous devons aujourd'hui constater que pour le jeune étudiant, pour le jeune professionnel, l'offre en termes de digital learning est une offre qui existe, mais c'est une offre qui devrait davantage être renforcée. Sur quels aspects? Oui, les plateformes existent. Blackboard Collaborate existe, Zoom existe pour transmettre le savoir, les bibliothèques en ligne existent. Mais l'essentiel de ces ressources numériques, l'essentiel de ces documents de travail, l'essentiel de ces, de ces ressources numériques sont construites autant pour moi, sont développées, sont initiées, sont lancées par des forces qui ne sont pas celles du continent africain. Donc, les enseignements transmis, les connaissances qui sont véhiculées, la base de données mondiales sur le numérique, elle est très africaine au moment où je parle. Donc, il y a tout un écosystème à construire pour que ces données utilisées puissent davantage prendre en compte nos réalités. Aujourd'hui, si je veux me former en management, en tant qu'étudiant, élève, en termes de digital learning, qu'est-ce qui s'offre à moi? Des modules, des ouvrages rédigés par des enseignants, des expertises qui ne sont pas nécessairement celles du continent. Ce qui, naturellement, continue donc à influencer la grille d'analyse de l'intellectuel africain, ce qui continue à influencer même son rapport avec l'autre, sa pensée, sa réflexion, parce qu'il ne va pas puiser à travers ces outils du digital learning dans la moelle épinière africaine, dans les connaissances disponibles au niveau du continent, mais c'est plus des connaissances, des manuels, des outils venus d'ailleurs qui sont transposés. Donc, il y a un défi à ce niveau que nous devons relever. Et le but du réseau Ramsès, c'est justement, d'abord, dans un premier temps, de travailler à développer une mobilité sud-sud, parce que longtemps, la mobilité, c'était sud-nord, pas nord-sud. Ce sont les jeunes élèves africains qui veulent continuellement aller vers les universités occidentales. Parce que, étant également influencés à travers les connaissances acquises, à travers parfois le digital learning, par cette conception occidentale de la science, du savoir. Et c'est pour ça que je disais tantôt que notre défi à nous, c'est d'avoir cette base de données. Que le digital learning puisse davantage permettre l'acquisition de connaissances ayant trait à notre environnement, à notre monde, à notre contexte immédiat. Donc, je disais que le réseau Ramsès vise à renforcer cette mobilité sud-sud en permettant aux étudiants de pouvoir aller dans des pays d'Afrique francophone et bientôt d'Afrique anglophone pour pouvoir se former, développer des compétences, acquérir des compétences, une expertise, des soft skills qui ont trait à leur environnement et qui leur permet de pouvoir mieux servir les organisations professionnelles, les entreprises. Donc, c'est ça la vocation de Ramsès. Et aujourd'hui, Ramsès cherche également à travailler à travers la mobilité scientifique sur un partage de données, de connaissances, de savoirs, de manuels pratiques entre les enseignants du continent
pour que l'on puisse davantage construire des cas, des études de cas, que l'on puisse davantage construire les success stories, les manuels de management, les manuels d'organisation autour de nos réalités africaines, parce qu'il ne faudrait pas que le digital learning soit un outil d'influence qui vienne formater notre manière de penser, notre manière de réfléchir, parce qu'on serait continuellement biberonné à la sauce intellectuelle occidentale. Je pense, une révolution à ce niveau. Et les contenus, donc, doivent être continuellement actualisés. La base de données doit être renforcée. Et Ramsès en est conscient. Et c'est le travail qu'on va chercher à faire à travers la mobilité scientifique et les différents cas qu'on va proposer. Voilà. Merci beaucoup, M. Faye. Pour rappel à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, la question qu'on vient de poser est le digital learning en Afrique, un vaste écosystème en pleine évolution. À travers vos réponses, on remarque qu'avec les solutions que vous avez développées, les actions que vous êtes en train de faire, que ce soit en ligne ou sur le terrain, on remarque vraiment qu'il y a un changement qui s'opère. Maintenant, on reste toujours dans cette première question, mais sur un autre registre. Nous allons donner la parole à Madame Sombre, qui va revenir sur l'Asia et le travail qu'elle a là-bas. Alors, on a du mal à l'entendre. On a du mal à entendre. Je disais merci beaucoup, Madame Ouad. Je pense que les panélistes qui ont déjà intervenu sont une preuve que le numérique éducatif est un écosystème en pleine expansion en Afrique. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces initiatives sont nées, parce que beaucoup ont fait un chemin et ont beaucoup contribué dans ce numérique éducatif. Et vu que l'Afrique est confrontée aujourd'hui à beaucoup de problématiques en termes de démographie, si la population augmente, le besoin en offre de formation augmente. Et donc, il y a la problématique de la démocratisation du savoir et de l'accessibilité qui se pose. Alors, il y a plusieurs solutions à ça, parmi lesquelles le digital learning, qui, comme son nom l'indique, allie le digital et le learning. Mais ce qu'on remarque, c'est que souvent, il arrive qu'on occulte la partie learning. On parle de digital learning, mais ce n'est pas seulement la technologie et les outils numériques. Donc, il faut allier les deux, il faut harmoniser pour que ces outils soient utilisés et puissent contribuer à l'atteinte des objectifs pédagogiques. Dans cette expansion du numérique éducatif, il y a beaucoup d'acteurs qu'on voit qui se disent, voilà, je m'investis dans le numérique éducatif comme un sapeur-pompier pour dire qu'il n'y a pas le bagage nécessaire, qu'il n'y a pas les prérequis qui sont là et qui sont pris en charge, surtout concernant la pédagogie. Donc, quand on parle de numérique éducatif, Cherif le disait, donc il y a une redéfinition de la fonction enseignante, il y a une redéfinition de la fonction apprenante et beaucoup de choses qui sont là qu'il faut aussi gérer. Samuel aussi disait qu'il faut qu'on ait un numérique éducatif pas importé, mais qui soit adapté à nos réalités socio-économiques et culturelles. Je pense que pour cette expansion, on ne peut ne pas en parler sans évoquer la récente pandémie liée à la COVID-19 et qui a beaucoup boosté l'utilisation du digital learning. Donc, les entreprises, les organisations de formation devaient trouver des solutions pour mettre en œuvre des plans de continuité pédagogique. Et là, tout le monde s'est dit, waouh, il y a le numérique éducatif, il y a le digital learning qui est là, qui est une opportunité, mais qui est une solution qu'il faut exploiter. Et ça a fait un boom. Donc, toute l'Afrique, que ce soit des institutions publiques ou privées, tout le monde s'y est mis. Et donc, depuis la pandémie, il y a une expansion beaucoup plus forte du digital learning. Après, il faut se rappeler que l'Afrique n'est pas un pays. Donc, il y a beaucoup de disparités à prendre en charge selon les contextes socio-économiques et culturels, selon les infrastructures des pays, selon les politiques mises en œuvre. Donc, c'est une question à ne pas occulter.
Donc, pour parler de l'ASIA Sénégal, et on peut lier le digital learning à ce qu'on fait. Donc, l'ASIA, c'est une initiative que j'ai cofondée il y a 2 ans et quelques mois. Donc, en juin dernier, nous fêtions 2 ans. Et ce qu'on fait, c'est utiliser le digital learning, utiliser les technologies de l'information et de la communication pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux opportunités, que ce soit des opportunités de formation, des opportunités aussi d'emploi, de faire, etc. Et les leviers que nous utilisons, c'est le réseautage, mais également la formation. Donc, nous utilisons les leviers du digital pour créer une communauté d'apprentissage, une communauté de pratique autour des thématiques éducation, autour des thématiques développement personnel et professionnel, mais également autour des problématiques entrepreneuriat. Et nous nous basons sur des réseaux sociaux, mais également sur un site. Donc, ce qui pourrait faire notre particularité, c'est la diversité des contenus, parce qu'aujourd'hui, le digital learning doit pouvoir accrocher les jeunes. On doit savoir ce que veulent les jeunes et qu'est-ce qui marche et pouvoir nous adapter par rapport à ces réalités. C'est pourquoi nous avons diversifié nos contenus au-delà des articles. Certains ne lisent plus. Nous proposons aussi du contenu audio à travers des podcasts. Nous faisons aussi des webinaires de formation. Nous utilisons aussi la vidéo, entre autres. Aussi préciser que le digital learning ne s'applique pas seulement aux activités d'enseignement-apprentissage en ligne, mais également que le blended learning, le bimodal aussi est concerné, mais aussi le présentiel. Donc, il peut y arriver qu'à l'ASIA Sénégal, qu'on utilise aussi ces technologies pour favoriser l'apprentissage, mais dans un cadre qui reste présentiel. Donc, voilà, oui, le numérique éducatif est en pleine expansion au niveau du monde. Oui, oui. Et cela se sent. Donc, je vais en profiter pour dire bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour rappel, la thématique de ce webinaire, c'est essor du digital learning, enjeux et opportunités pour l'Afrique. Donc, nos différentes speakers, Madame Sam de l'Asia, Monsieur Douglas Miandou d'Imicoder, Monsieur Chérif Ndiaye EAS et Monsieur Samuel Faye de Ramses viennent d'évoquer plusieurs actions, initiatives à travers leurs entités. Donc, ils ont parlé d'accès à la connaissance, une formation continue, pourquoi et pour qui, de connectivité, de structuration de la formation, de redéfinition des fonctions. Et le plus important, c'est qu'il faut quand même contextualiser par rapport à notre réalité, ce qui est un point à ma deuxième question qui est, le digital learning peut-il vraiment répondre aux besoins en formation du continent africain? Monsieur Miandou, est-ce que vous pensez que le digital learning peut répondre aux besoins en formation du continent si on contextualise bien, excusez-moi, par rapport à nos réalités actuelles? J'allais commencer par répondre, mais je laisse la... Vas-y, chérie. C'est bon, monsieur, allez-y. J'allais dire oui à plusieurs égards. J'ai une autre casquette, c'est que je suis parallèlement au niveau de l'université numérique, l'UVS, où je m'occupe de la formation continue. Donc, je suis le responsable de la formation continue. Et ce que vous dites me parle. Aujourd'hui, on a noté, en fait, je donne quelques chiffres. Hein. On est la deuxième université publique au Sénégal avec plus de 50 000 étudiants. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de la formation continue que je gère, on a plusieurs personnes qui avaient abandonné les études pour X, Y raison. Okay? La plupart du temps, c'est par faute de temps, okay? Parce qu'ils c'est des professionnels qui ne peuvent pas aller dans des écoles physiques, okay? À des heures voilà, définies dans le temps.
Mahadi, donc, qui est ma collègue également au niveau de l'UES, elle est revenue sur les cours donc, en bimodal, où il n'y a pas une exigence réelle de présence physique, sauf si c'est pour des travaux pratiques nécessaires ou bien pour les examens. Ce qui veut dire que les ressources aujourd'hui sont disponibles. Donc, une fois que tu es inscrit, donc tu as un login et tu as accès à une plateforme, tu peux faire beaucoup de choses car tu as l'ensemble des ressources, en tout cas, qui te permettent de faciliter donc, ton apprentissage. Les gens viennent pourquoi? Les gens viennent pour pouvoir décrocher un parchemin qui leur permet d'avoir une promotion. C'est la plupart, en tout cas, la plupart des auditeurs qu'on a, c'est-à-dire c'est des gens qui sont déjà en exercice, mais qui se disent, je ne parvenais pas à évoluer, voilà, et je veux devenir cadre, ou bien il y a un nouveau métier qui est né. Je parle aujourd'hui d'Internet des objets, je parle de la robotique, je parle, je ne sais pas moi, de la génétique moléculaire, qui sont des métiers qu'on ne connaissait pas avant, aujourd'hui qui sont possibles donc d'être faits, mais grâce au digital. Maintenant, les enjeux. Le dernier métier dont j'ai parlé, ça veut dire qui est la formation donc, en génétique moléculaire, où on a souvent besoin de deux types de profils. Qui se regroupent en un. Le premier profil, c'est quelqu'un qui est très bon en biologie, géologie. Souvent, c'est des pharmaciens. Maintenant, ces pharmaciens-là ont une contrainte pour faire cette formation. La contrainte est la suivante, c'est qu'ils ne sont pas bons en programmation ou en robotique. Vous voyez, ils ne sont pas bons en coding. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire peut-être avec l'université virtuelle pour cette niche-là. Parce que c'est une formation où, quand tu n'es pas bon donc, en coding, tu ne peux pas faire de la génétique moléculaire. Et pourtant, elle est très demandée grâce donc, à la pandémie, parce que la plupart des recherches sont basées sur des expériences à faire avec donc, un supercalculateur où tu es obligé donc, de tester certaines choses et avoir donc, des requêtes. Voilà. C'est un exemple que je donne. Il y a des opportunités. Donc, par rapport au marché africain, il y a énormément de nouveaux métiers, mais également, l'autre aspect, c'est cette capacité donc, à adapter l'offre de formation à la demande réelle donc, du marché. Je pense que le numérique permet d'aller vite et de gagner, de ne plus avoir cette contrainte-là de se déplacer pour faire donc une formation physique. Douglas, je te laisse la parole pour que tu... Voilà. Monsieur Biandou? Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci pour ces chiffres et cet exemple. Et si vous me permettez, je vais repartir de ce qu'a dit Chérif pour étayer un petit peu mon propos. D'accord. Dans ce qu'a dit Chérif, il y a trois choses qui m'ont paru très intéressantes. Déjà, c'est le premier, c'est le succès en fait de l'université virtuelle. Oui. Chérif, tu as dit 5 000 ou 50 000? 50 000. On a 50 000 étudiants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est un succès. Deuxième université de CECAP. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'a dit Chérif, qui me paraît extrêmement importante, parce que moi, je suis aussi côté réalité opérationnelle, c'est-à-dire côté entreprise. La question, c'est répondre à quel besoin de formation? Parce que là, on parle de besoin de formation du continent. Oui. Bon, pour moi, je pense qu'il faudrait qu'on affine nos questions en disant répondre aux besoins des entreprises du continent. Ça me paraît très important. L'angle de l'insertion. Parce que vous savez que, alors, vous savez que nos écoles, souvent, sans vouloir être méchant ni rien du tout, je respecte beaucoup le système éducatif, mais beaucoup d'écoles produisent des chômeurs. Donc, la question, c'est de quelle formation on parle. Et là, donc ça, c'est le deuxième point qui m'a paru intéressant dans ce qu'a dit Chérif, c'est que il a parlé de parchemin, donc c'est des gens qui viennent du monde professionnel qui veulent compléter.
Ils veulent compléter parce que du coup, dans leur structure professionnelle, ils veulent une évolution. Ça, c'est intéressant. Et j'ajouterais sur le troisième point, qui est effectivement de dire cet exemple avec le côté génétique et puis numérique. Bah là, on touche du doigt quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là, je suis peut-être un peu en porte-à-faux avec Kadi Diatou, parce que Kadi Diatou, tout à l'heure, a dit quelque chose qui m'a un peu frappé. Elle a dit, on veut s'adapter à ce que les jeunes veulent. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'adapter à ce que les jeunes veulent. Parce que les jeunes, ce qu'ils veulent, on connaît. C'est TikTok, c'est Snapchat, c'est Facebook. Et bah oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, les jeunes voient le numérique sous le prisme des réseaux sociaux. C'est un fait. Nous, Jimmy Coder, tous les soirs à 19h, on interroge un jeune d'un des différents pays d'Afrique. Et chaque fois, quand on leur pose la question, quel est le rapport que tu as ou que les jeunes de ton pays ont avec le numérique, c'est systématique. Soit ils disent c'est l'amusement, soit ils sont un peu plus, vous voyez, mais dans tous les cas, les jeunes voient le numérique sous le prisme des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire ce que les jeunes veulent, il faut dire ce que les entreprises veulent. Et effectivement, il y a des nouveaux métiers. Aujourd'hui, nous, chez Jimmy Coder, en tout cas, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes ils puissent parler aussi bien de blockchain que de Snapchat. Aussi bien du cloud que de Facebook. Et aussi bien d'intelligence artificielle que de TikTok. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, il faut vraiment qu'on oriente nos questions sur que veulent les entreprises et comment va-t-on adapter nos contenus aux besoins des entreprises. Voilà un petit peu les points que je voulais préciser. Et là, je rejoins Chérif en disant que oui, bien sûr que nous sommes chez Jimmy Coder ouverts à une collaboration, et nous sommes d'ailleurs ouverts à une collaboration avec les différents acteurs qui sont sur la table, parce que notre approche, c'est de dire qu'il faut acculturer donc la jeunesse à ce que le numérique peut faire et les besoins de l'entreprise. Les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin de jeunes qui ont une culture générale du numérique. Ce n'est pas quand on leur parle de culture générale du numérique, ils parlent TikTok, Snapchat et Facebook. Il faut qu'ils aient une culture à 360 degrés du numérique et qu'il faut une base en développement personnel. C'est pour ça que nous, tous les soirs, depuis janvier 2021, nous proposons à la jeunesse africaine, tous les soirs à 20h, heure de Paris, effectivement, des webinaires. Donc, je donne ici le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est tous les soirs à 20h, heure de Paris, des webinaires. Donc, ça va de l'entrepreneuriat jusqu'au développement personnel, en passant par les usages du numérique. Que peut faire le numérique pour le génie civil? Que peut faire le numérique pour l'agriculture? Les métiers. Qu'est-ce que c'est que le métier de data scientist, le métier de data ingénieur, le métier de data architecte, le métier de community manager? Et 3, aussi, bien sûr, les technologies. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Qu'est-ce que c'est que le cloud, etc. Et nous sanctionnons cet apprentissage par ce qu'on appelle le passeport numérique. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on puisse dire aux jeunes, apprends, acculture-toi au numérique, et derrière nous, une fois qu'ils ont le passeport numérique qui montre bien qu'ils ont une culture, donc ils répondent à une cinquantaine de questions, et là, nous leur offrons la formation de leur choix. Donc, vous voyez, les jeunes aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le monde professionnel, ils ne savent pas quels sont les métiers du numérique, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec le numérique pour gagner de l'argent. Donc, il faut qu'on les oriente sur ces métiers, qu'ils ouvrent leur esprit, et à partir de là, qu'ils choisissent la voie qu'ils veulent. Là, on est dans quelque chose de fort. Et pour ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à des professionnels qui ont réussi leur carrière professionnelle et qui, tous les soirs, prennent du temps. C'est pour ça que je parlais d'état d'esprit, de partage et de solidarité et de Ubuntu. Et là, on revient à la notion endogène et à la notion de s'appuyer sur nos réalités et nos réalités qui sont sociales, partager la connaissance. Et je pense que le croisement d'accompagner les jeunes sur les métiers qui sont les métiers recherchés par l'entreprise, plus le fait de mettre des professionnels du monde entier qui veulent partager et qui demandent du sens, là, on va pouvoir arriver à quelque chose. En tout cas, nous, on donne rendez-vous à tous ceux qui sont actuellement, qui ont fait l'effort d'être avec nous, de tester les webinaires Jimmy Coder. C'est tous les soirs. Ce soir, c'est Women Empowerment. Voilà, ce soir, c'est Women Empowerment. Et demain, c'est
Demain, c'est encore un autre webinaire sur un des métiers numériques. D'accord. J'espère que 10 000 codeurs est aussi sur la plateforme Toucher. On a hâte de vous voir là-bas aussi. Alors moi, par contre, je vais plus rejoindre ce que a dit plutôt Madame Samb tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à nous de proposer quelque chose aux jeunes. C'est-à-dire que sur le marché du digital learning, il y a plusieurs acteurs qui viennent avec plusieurs solutions, comme le cas de Toucher. Ouais. Et effectivement, chaque acteur a sa niche où ça c'est, par exemple, 10 000 faits par les jeunes pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Mais je pense aussi que le changement, on peut faire ça pour... c'est à nous de tirer le marché vers ce qu'on veut. Par exemple, nous, chez Toucher, on a développé une plateforme qui touche plusieurs cibles, les entreprises, les instituts de formation, les apprenants. Mais l'essentiel, c'est que nous, on est venus sur le marché avec notre solution et on essaye de changer les jeunes on leur propose des contenus pédagogiques super attractifs. On va leur proposer des professionnels qui n'ont pas peut-être l'habitude de voir. Mais l'essentiel, c'est que c'est à nous, les acteurs du digital learning, de changer un peu le marché et les mindsets. Et Monsieur Faye, est-ce que vous avez un mot sur ça, sur le fait que le digital learning peut actuellement répondre aux besoins en formation du continent? Madame Wade, est-ce que je peux amener des éléments de précision pour Monsieur Mbiandou? Oui, bien sûr. Après, nous allons donner la parole à Monsieur Faye. Oui, allez-y, Madame Samb. D'accord, déjà... Jusqu'à 17h30. D'accord, déjà remercier Monsieur Mbiandou pour son intervention. Et donc, quand je dis qu'il faut être conscient de ce que veulent les jeunes et qu'il faut aller vers les contenus que les jeunes veulent faire, on est dans l'écosystème numérique éducatif. Donc, c'est sûr que nous ne parlons pas de divertissement, nous ne parlons pas de TikTok, nous ne parlons pas de Snapchat. L'aspect que j'abordais, c'était plutôt l'aspect des contenus. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut augmenter le niveau de digital literacy des jeunes qui puissent avoir des compétences digitales nécessaires pour s'intégrer et évoluer autant dans le milieu professionnel qu'au niveau personnel et aussi dans le niveau pédagogique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un niveau de décrochage scolaire, si je peux me permettre, en formation à distance. Justement, c'est parce que parfois les contenus ne sont pas adaptés aux réalités aujourd'hui. Donc, beaucoup quittent parce que tu leur demandes quelle est la raison. Ils te disent, je ne peux pas être là 3 heures de temps d'affilée à lire. C'est juste un exemple comme ça. Certains te diront, le prof n'est pas assez attractif, le contenu n'est pas assez engageant, interactif. Et je pense que c'est des problématiques du digital learning qu'il faut prendre en charge. On est d'accord, les entreprises, il faut faire ce que les entreprises veulent, mais ils ne sont pas la partie la plus importante du dispositif quand on parle de numérique éducatif. Ce que veulent les entreprises, je pense, c'est des jeunes qui sont qualifiés, des jeunes qui sont qualifiés, des jeunes qui ont des niveaux de compétences numériques et de soft skills qui peuvent leur permettre de booster leur entreprise et de pouvoir prendre en charge les problématiques et apporter des solutions. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait en porte-à-faux le fait de vouloir satisfaire les entreprises en mettant à leur disposition des jeunes qualifiés dans leur métier en tant que tel, mais sur des sujets parallèles. Je pense que ce n'est pas en porte-à-faux ce besoin et le besoin de proposer du contenu adapté, du contenu interactif, parce que c'est un avantage. C'est une offre aujourd'hui qu'offre le digital learning. Donc, pourquoi ne pas en profiter? L'idée, c'est dans la conception des apprentissages. Je parlais d'objectifs pédagogiques. Après les objectifs pédagogiques, il faut que le concepteur puisse dire quelles sont les méthodes et pratiques pédagogiques que je veux utiliser. Qu'est-ce qui est à ma disposition? Quel est le dispositif qui est là? Quel est le besoin de l'apprenant et comment l'accrocher? Comment réussir à faire que l'apprenant puisse avoir une expérience d'enseignement, apprentissage qui est là.
Donc, je peux évoquer l'expérience utilisateur. On en parle beaucoup avec les solutions, mais aussi c'est important en termes de formation à distance. Il faut une expérience d'apprentissage et d'enseignement adéquate pour que l'apprenant se sente bien et que tous les acteurs puissent être satisfaits sur toute la logique et au niveau du dispositif de digital learning qui est mis en place. Donc, rassurez-vous, je ne parle pas de faire du TikTok, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir choisir la technologie digitale qu'il faut, la méthode et la pratique qui sied aux différents acteurs et que tout le monde puisse y trouver son compte. Merci beaucoup. Oui, et bien sûr, cela pourra profiter aux entreprises. Mais encore une fois, pour résumer ce qu'elle vient de dire, l'important, la balle est dans le camp des acteurs. Actuellement, le marché est là. Chaque personne ou initiative vient avec sa solution. Et l'idée, c'est bien sûr d'intéresser nos cibles, que ce soit les apprenants, les instituts de formation, etc. Il faut toujours donner un contenu qui intéresse et faire bouger la chose. Monsieur Faye, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Oui. Et je vais rappeler la question pour Monsieur Faye. Le digital learning, est-ce qu'il peut répondre aux besoins en formation du continent? Oui, il contribue. Le digital learning contribue à apporter des réponses aux besoins en formation des jeunes du continent, dans le sens où c'est une méthode d'apprentissage qui permet d'emmagasiner des connaissances, un savoir-faire, un savoir-être qui seront utiles dans la vie professionnelle. Donc oui, le digital learning est une solution pour l'amélioration du capital humain. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un a fait part des disparités au niveau des pays d'Afrique. C'est une réalité. Tous les pays du continent ne sont pas confrontés au même niveau de développement technologique, infrastructurel sur le plan numérique. Et naturellement, les pays les plus pauvres, les pays les moins dotés, peuvent avoir du mal à implémenter ce digital learning. La crise liée à la pandémie Covid l'a montré. Certaines écoles en Afrique et même au Sénégal ont été contraints de fermer leurs portes pendant cette période de pandémie. Ça veut dire que si la pandémie avait duré, il y aurait une interruption totale de l'activité pédagogique. Donc, sur le plan des infrastructures numériques, il y a encore un écosystème à construire. On a les acteurs qui sont présents et qui font de très belles choses. Mais on a tout un écosystème à construire qui permettra de pouvoir bénéficier convenablement des apports du digital learning. Encore une fois de plus, le digital, c'est un canal qui permet l'appropriation d'une connaissance, d'une technique, d'un savoir-faire. Et vu le contexte actuel et vu la multiplicité des savoirs et des sollicitations auxquelles nous sommes confrontés, naturellement, ce digital nous permet d'être plus efficaces, de pouvoir répondre plus convenablement aux besoins et préoccupations auxquels nous sommes confrontés, mais il reste un outil. Et donc, cet outil doit davantage être démocratisé. Qu'il soit démocratisé, il faut plus d'investissement pour beaucoup de pays d'Afrique. Oui. Alors, je crois que son micro est coupé. Mon micro est coupé, vous ne m'entendez pas? On t'entend. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, je disais qu'il faut donc plus d'investissement dans ce domaine. La crise a montré, on montre le portrait remarquable de tout ce qui se fait en matière de digital et il y a de belles choses. Moi, je suis directeur national d'un centre de formation sur la pêche et l'aquaculture. J'ai pris fonction durant la période de pandémie. Mes étudiants étaient restés un certain temps sans pouvoir faire cours en raison de l'impossibilité de pouvoir tenir des modules en présentiel. Et quand on a échangé avec ces apprenants sur les possibilités de reprendre en ligne, on s'est opposé à des barrières, à des obstacles qui sont objectifs, qui sont liés aux moyens dont les uns et les autres disposent pour pouvoir faire ce travail-là. Donc oui, moi je suis dans cette stimulation induite par le digital. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles choses, mais l'implémentation effective de ce digital learning se heurte à des obstacles qui sont objectifs et qui sont une réalité qu'on ne peut occulter dans l'environnement dans lequel nous sommes. Nous avons été obligés d'attendre que les chiffres de la
la pandémie baisse pour que l'on soit en mesure de reprendre les enseignements. Et ces jeunes, donc, qui n'ont pas nécessairement toujours ces moyens de se connecter, même si l'État a fait d'énormes efforts à travers les points Sénégal Service et autres pour développer aujourd'hui une connectivité plus démocratique sur tout le territoire. Et ce jeune qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas développé cette culture numérique parce que n'ayant pas, à travers son cursus éducatif, été longtemps sollicité dans l'usage de ces outils du numérique, du digital learning, face à une situation d'apprentissage ou de renforcement de capacité, parce qu'il serait dans le monde professionnel, il serait dans le monde de l'entreprise, mais ne pourrait pas convenablement bénéficier des multiples atouts du digital learning. Ce qui fait qu'on croise des professionnels qui ont l'opportunité, parce que le digital learning, on l'a circonscrit dans notre périmètre d'intervention, peut-être à l'éducation, à l'enseignement supérieur, mais moi, je parle du jeune professionnel qui veut hisser son niveau, qui veut devenir plus performant, qui a aujourd'hui toute une banque disponible en ligne pour faire un travail sur lui-même et rendre son profil plus performant. Mais s'il n'a pas une culture numérique, il ne peut pas bénéficier de ces atouts du numérique. Et je le constate même dans les écoles les plus, comment dire, même dans les plus grandes écoles au Sénégal, même dans les plus grandes business schools, il faut le dire, le recours au digital learning, l'exploitation optimale, quand je dis optimale, c'est à travers les plateformes mondiales qui existent et qui permettent de se former, de travailler sur soi. Cette exploitation optimale laisse toujours à désirer. On se rend compte que beaucoup, parce que baignant dans une culture très scolaire et très classique, auront davantage tendance à vouloir aller à la bibliothèque demander le livre que de bénéficier des outils qu'on a mis à leur disposition. Je parle d'expérience. Nous avions à l'époque, dans une vie professionnelle passée, lancé un outil qui s'appelle Cyberlibrairie. C'était une bibliothèque virtuelle en ligne qui permettait aux jeunes d'avoir accès à une banque documentaire extraordinaire dans tous les domaines, du management, du droit, de la science politique. On s'est rendu compte que l'usage de cet outil était minime, extrêmement minime, pour une raison simple, c'est que cette culture du numérique, cet usage que l'on doit faire du numérique comme un, comment dire, du digital, comme un outil d'acquisition de connaissances, comme un outil d'enrichissement personnel, comme un outil de transformation de soi, mais on ne le fait pas nécessairement. Donc oui, certains peuvent faire cette confusion en disant, oui, on a des jeunes qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, oui, mais être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nécessairement avoir une culture numérique, ce n'est pas nécessairement avoir une culture qui nous permet de nous améliorer à travers ces ressources disponibles. Donc voilà de manière résumée ce que je peux dire sur la situation. Il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de talent dans ce domaine. C'est l'un des domaines qui impulse le plus la marche du continent. Il y a aussi des obstacles objectifs qui remettent en cause cette égalité des chances parce que tout le monde n'a pas encore accès au niveau du continent à ces possibilités offertes par le digital. Et le défi donc pour les gouvernements à venir, si on veut avoir un capital humain performant, c'est justement de beaucoup investir dans ces infrastructures numériques dans le digital. Merci beaucoup, M. Faye. Et pour résumer un peu ce qu'il vient de dire, c'est que le marché n'attend pas. Que ce soit du côté des étudiants, du professionnel qui veut acquérir des compétences, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Et souvent, ce sont des solutions qui viennent de l'extérieur. Maintenant, vu que le marché, nos clients, ils sont très demandeurs, même si nous pouvons penser que, par exemple, les jeunes ne s'intéressent qu'à TikTok, etc. Mais moi, étant de cette tranche d'âge, je sais qu'on apprend beaucoup de choses aussi, que ce soit sur TikTok ou sur une autre plateforme. Maintenant, si la demande, elle est là, maintenant, que font les acteurs? Par exemple, nous, à Toucher, nous ne nous limitons pas à seulement nous dire que la demande est là. Nous accompagnons plus en fait les acteurs, c'est-à-dire les instituts et écoles de formation. Eux aussi, ils doivent suivre la tendance qui est le digital learning. M. Faye l'a dit tout de suite. Du côté de la demande, ils sont très connectés, très au courant de ce qui se passe en offre de formation, etc. Mais nous aussi, par exemple, à Toucher, nous avons onboardé près d'une centaine d'écoles et instituts de formation. C'est-à-dire que nous avons remarqué que les personnes qui se sont appropriées en premier notre plateforme, ce sont les apprenants. Les jeunes dont on a parlé tout de suite, qui sont intéressés par TikTok, Facebook, etc., mais aussi qui sont intéressés par des plateformes comme Toucher, par des plateformes comme EAS, etc. Maintenant, c'est dans d'autres maillons de la chaîne qu'il faut s'intéresser. Les entreprises,
avec des personnels qui veulent se former, des écoles de formation qui ont besoin aujourd'hui que des acteurs qui ont développé des solutions qui marchent dans le digital learning puissent se rapprocher d'elles. D'où l'importance de dire que le digital learning peut répondre à ce besoin plutôt en formation, mais derrière, il faut par exemple des acteurs qui commencent à faire bouger le marché comme Toucher, puissent prendre la main aussi de ces écoles et instituts de formation et même aussi des apprenants pour encore plus faire bouger les choses. Donc, on va passer à la troisième question qui va être peut-être la dernière question de ce webinaire, parce que la quatrième qui était quelles sont les opportunités à saisir dès à présent pour l'Afrique rejoint un peu cette deuxième question qui était est-ce que le digital learning peut répondre à notre besoin en formation sur le continent? Donc, la dernière question, ce serait plus quels sont les enjeux pour les différents acteurs? C'est-à-dire, aujourd'hui, 10 000 codeurs, on peut dire ça peut être une start-up. Quels sont les enjeux du digital learning vus par un entrepreneur ou vus par une start-up? Quels sont les enjeux du digital learning vus, par exemple, par un apprenant comme Madame Sombre ou par d'autres apprenants qui sont connectés à ce webinaire? Quels peuvent être les enjeux du digital learning pour un réseau comme Ramsès ou pour l'État en soi? Monsieur Miandou, Chérif Ndiaye. Alors, je crois qu'il y a Khadijatou qui a levé la main. Oui, Khadijatou. Quels seraient pour vous les enjeux du digital learning d'un point de vue apprenant? Vous voulez que je commence ou bien je laisse la... Oui, bien sûr, le temps que Madame Sambre remette son micro. OK. Donc, elle a écrit qu'il y a du bruit autour d'elle, peut-être. Elle va réagir après. Oui, Chérif? Oui. Allez-y, Monsieur Ndiaye. Bon, du point de vue de l'entrepreneur que vous êtes, quels seraient les enjeux du digital learning? Très bien. En fait, du point de vue de l'entrepreneur, mais également, je me mets à la place de l'État qui doit se comporter comme un entrepreneur. D'accord. Aujourd'hui, le digital learning permet d'économiser. À échelle. Si vous regardez le premier poste de charge au niveau étatique, c'est les salaires des enseignants qui coûtent excessivement cher. Et quand tu colores ça au résultat attendu, je veux dire, si c'est un financier qui parle, il dira qu'il n'y a pas de retour sur investissement. D'autant plus que quand tu regardes les résultats des examens, l'examen le plus connu au bac, qui est le baccalauréat, le meilleur résultat qu'on ait eu depuis ces 20 dernières années n'a pas dépassé 50%. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que excuse-moi, je suis dans une réunion, je te rappelle. Ce n'est pas grave. Donc, je disais, cela dit que souvent, on ne réussit pas parce que quand on regarde, c'est 3 ou 4 élèves qui réussissent sur 10. Oui. Et quand j'ai pris le bac comme exemple, c'est quand même 13 ans d'études. 13 ans d'études, tu as donc une majorité qui échoue. Ceux qui viennent, ça veut dire ceux qui ont abandonné entre-temps. Khadija tout à l'heure a parlé de taux d'abandon. Ça veut dire qu'on ne mesure pas forcément le taux d'abandon au niveau du cursus classique. Nous, au niveau de l'université virtuelle, on peut avoir ça parce que c'est des éléments statistiques, je veux dire, dus à un reporting quotidien avec nos tableaux de bord. Donc, on peut savoir qui est connecté, qui n'est pas connecté, à quel moment est-ce que la personne a l'habitude de venir pour apprendre, ainsi de suite. Donc, c'est des choses que l'école classique ne permet pas de donner. Aujourd'hui, l'État également investit énormément sur de l'infrastructure. Ça veut dire des bâtiments, des tables bancs, du manuel scolaire, on est rentré, les parents ont énormément, peine à acheter du matériel scolaire. Aujourd'hui, est-ce que si on donnait à chaque enfant une tablette, et qu'on fasse des mises à jour
annuel si l'enfant donc passe en classe supérieure ou bien par semestre, est-ce que ça ne serait pas un gain donc d'argent au lieu d'imprimer donc déjà en termes d'environnement, de protection de l'environnement. Okay? Oui. Ces milliers d'ouvrages qu'on imprime chaque année qui sont déchirés, oui. À la fin, qui sont brûlés. On a vu ce qui s'est passé récemment. Mais si on est dans une école intelligente, dans une école digitale, digitalisée, l'élève va prendre son smartphone et le jeter à la fin de l'année. Non, c'est impensable. Okay? Il y a des updates automatiques qui vont se faire, donc on gagne en économie. Donc, ça, c'est la vision, en tout cas, que j'ai par rapport à l'État. L'autre aspect que le digital permet de régler, c'est que les meilleurs, vont éclore. Oui. Parce qu'ils vont être adulés. Un bon professeur à qui on a l'habitude juste de confier 50, 60 élèves. Cet enseignant-là, aujourd'hui, on lui confie donc la montée en compétence de milliers de personnes. En un temps encore. Vous voyez? Et ça, c'est grâce donc au digital. Je vais donner un cas et je vais terminer donc sur ça. Peut-être Khadijatou qui est de Thiès, je la taquine un peu parce que Madame Diop, tu me suis, qui est de Thiès. Au niveau de Thiès, il y a un nouveau lycée qui s'appelle le lycée Amadine Daksek. Je ne sais pas si le nom est c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle nouveau lycée. Ce nouveau lycée-là, je l'ai visité il y a 3 ans. Avait donc 3000 élèves de la seconde à la terminale, parce qu'il n'y avait pas de collège à l'époque. 3000 élèves seconde terminale, une seule terminale S1. Ça, encore, ça va, mais sur cette classe de terminale-là, c'était 3 élèves. Vous voyez, un effectif de 3000, 3 élèves terminale S1 qui occupent une classe, quand d'autres sont dans des abris provisoires, quand d'autres donc, sont dans des trucs pléthoriques où tu as plus de 80 élèves donc, dans une classe, on leur donne un excellent professeur de mathématiques quand d'autres n'en ont pas, tu vois, un bon professeur de philosophie quand d'autres également n'en ont pas. Ce matin, j'ai lu quelque part à Kolda qu'il y avait un manque à peu près de 5000 enseignants. Vous voyez? Donc, le numérique permet de régler tous ces mots-là dont je viens de donner. C'est pour cela que je dis, encore une fois, c'est un accélérateur de croissance, mais quand il est compris. Voilà. Ce sont des problèmes qu'on peut régler via le digital learning, effectivement, mais il faudrait beaucoup de volonté et que les solutions qu'on développe aussi puissent toucher pratiquement toutes les personnes possibles. Madame Sam, est-ce que vous avez un mot dessus sur les enjeux vus d'un apprenant? Je voulais revenir sur l'intervention de M. Faye Samuel, qui me fait penser à la question du change management, sur lequel on ne se base pas assez. Je pense que c'est un problème de gestion du changement qui fait que beaucoup d'acteurs ne suivent pas l'évolution et le tournant que doit prendre le numérique éducatif aujourd'hui, que ce soit l'État, que ce soit dans la société, etc. Avant même les problèmes de compétences numériques, il y a la question de l'appropriation, de l'innovation, du changement. Pour certains, c'est psychologique. Ils se disent tout ce qui n'est pas formation classique n'est pas bon. Celui qui est sur sa machine, tout le temps connecté ou sur son smartphone, pour les gens, c'est du jeu, c'est de l'amusement. Tu vas avoir une personne, un parent qui va dire que non, mon fils ne va jamais faire une formation sur les serious games. Parce que pour lui, c'est du jeu. C'est pourquoi il y a un gros chantier à faire au niveau de tous les acteurs. L'État n'est pas en reste, la société n'est pas en reste, les apprenants, mais également les enseignants. Je pense qu'il y a une question au niveau du chat. Il y a M. Donat qui parlait de, c'est dans ce cadre, qui parlait des compétences, est-ce que les enseignants aussi sont préparés? Pour beaucoup d'enseignants, ça bloque. C'est dans la tête que ça bloque. Ils se disent que voilà, le numérique m'a dépassé, ou je suis trop vieux, ou les apprenants qui sont mes élèves, ils maîtrisent beaucoup plus
la technologie numérique que moi. Donc, il y a un certain complexe qui est là. Pour certains, ils ne sont pas prêts à aller se reformer, etc. Alors que le digital learning a ses exigences en termes de technopédagogie. Surtout ses flexibilités aussi. Très flexible. Voilà. Voilà. Donc, c'est beaucoup de problématiques qu'il faut prendre en charge. Et pour les enjeux du point de vue étudiant, moi, j'ai fait partie de la première promotion de l'Université virtuelle du Sénégal. Avant d'y travailler, j'ai étudié à l'Université virtuelle du Sénégal et toujours, je suis étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal en master en technologie de l'éducation. Donc, je pense que c'est une question qui m'interpelle particulièrement. Les enjeux pour les apprenants, c'est d'abord la gestion de la motivation. La motivation, tout à l'heure, je disais qu'il y a beaucoup de décrochage en formation à distance et ce n'est pas seulement dans les logiques d'apprentissage des apprenants, mais aussi même les professionnels, etc. Si les gens ne sont pas assez préparés, aussi s'il n'y a pas de dispositif de tutorat et de la fonction de motivation, ça ne réussit pas. Et donc, dans certaines logiques, c'est l'enseignant qui est concepteur pédagogique du cours, du contenu et qui doit assurer la motivation. Il faut que ça marche. Dans d'autres sens, l'enseignant est juste concepteur pédagogique et il y a l'enseignant tuteur ou l'enseignant coach qui doit prendre en charge la gestion, motivation. Il faut, c'est fondamental en termes de formation à distance, sinon les gens décrochent. Au-delà de cet aspect humain, donc il faut aussi utiliser les outils et les fonctionnalités numériques qui peuvent permettre de faire un ensemble d'alertes qui sont automatisées. Ce n'est pas toujours la personne qui vient te dire est-ce que vous avez des difficultés, etc. Mais qu'on puisse déceler à travers les tableaux de bord quel étudiant est au bord du décrochage, quel étudiant ne s'est jamais connecté sur le cours, quel étudiant n'a jamais participé aux activités d'apprentissage synchrone. Donc, il faut utiliser les statistiques et le reporting qui est là. Il y aura du bruit, donc je reviens tout à l'heure. Et surtout que ça soit vraiment automatisé, d'où l'intérêt aussi de ne pas seulement se limiter à créer des plateformes et des solutions, mais aussi de trouver des algorithmes qui vont être derrière, même s'il n'y a pas de présence humaine, mais qu'il y ait au moins de petits rappels, comme vous l'avez dit tantôt, Madame Samb, qui rappellent l'étudiant, l'apprenant ou même le professionnel qui va acquérir plus de connaissances. Donc, pour rappel, le webinaire se termine à 17h30. Donc, nous allons donner la parole à M. Miando et M. Faye pour qu'ils puissent répondre brièvement à cette question qui a trait aux enjeux selon leur domaine d'activité, aux enjeux du digital learning. Brièvement, avant de prendre 2 questions pour la fin. Nous avons du mal à vous entendre, Monsieur Miando. Désolé, je n'avais pas... Oui. Donc, brièvement, premier point, un chiffre, il y a aujourd'hui 12 millions de personnes qui sortent du système scolaire pour 3 millions d'emplois. Donc, il y a un problème d'orientation et un problème d'efficacité. Donc, l'enjeu pour les jeunes, pour les apprenants, c'est de trouver de l'emploi. Pour moi, il n'y a pas d'autre enjeu. Ce que je dirais, moi, c'est qu'au niveau de l'État, l'enjeu, c'est de ne pas avoir des bombes à retardement, voilà, des gens qui socialement se plaignent. Mais moi, il y a un autre point qui me paraît extrêmement important, c'est d'une part la collaboration entre acteurs. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les acteurs ne collaborent pas entre eux. Et l'expérience que j'ai avec Toucher est évidente, puisque moi, il a fallu que vous me proposiez de venir ici pour que effectivement je me dise, ah oui, d'accord, il y a Toucher qui existe. Qu'est-ce qu'ils font? Alors que nous, on essaie de contacter tous les acteurs pour les centraliser quand même sur une plateforme qui commence à avoir beaucoup d'inscrits et d'utilisateurs. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, je pense que nous autres acteurs, on ne se parle pas assez. Il faut qu'on collabore plus ensemble. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Et regardez la preuve, Chérif, on se connaît depuis des années, mais c'est ici, c'est un scoop, c'est ici qu'il me tend la perche pour me dire que peut-être qu'on peut collaborer ensemble. Donc, vous voyez que votre événement, l'événement Toucher,
est une occasion d'impulser une nouvelle dynamique, à la fois pour la communauté d'Imicodeur et pour la communauté de l'UA. Donc, c'est pour dire qu'on ne travaille pas assez ensemble. Oui. Ça, c'est un point très important. Et enfin, je voudrais insister sur le côté des les formateurs. Aujourd'hui, nous, d'Imicodeur, la base de notre positionnement, c'est quand même des experts qui prennent du temps et qui donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour les jeunes et en partageant les connaissances. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes, des professionnels, qui aient envie de partager leurs connaissances et leur créer des plateformes, leur trouver une activité, rémunérée ou pas rémunérée, qui leur permettent de donner du sens. Et moi, je pense que c'est un des principaux enjeux qui va nous permettre de gérer le sujet. Parce que quand Chérif arrive à convaincre des formateurs ou des profs, par exemple, sur 10 profs, il y en a peut-être que 2 qui sont pédagogues, ou 3 qui sont vraiment pédagogues. Et donc, il y a un vrai enjeu de formation de formateurs. Un enjeu énorme de formation de formateurs. Donc, parce que la pédagogie, c'est une chose, la technique, c'est une chose. Voilà un petit peu pour moi les trois enjeux. Un, il faut qu'entre acteurs, vraiment, il faut qu'on discute. Donc, moi, j'ai envie de discuter avec Toucher. Merci Toucher pour ce webinaire. J'ai envie de discuter avec Chérif pour collaborer, voir quelles sont nos forces et qu'on arrive à proposer quelque chose finalement à l'État, qu'on arrive à proposer quelque chose aux écoles de formation, qu'on arrive à proposer quelque chose ensemble à la jeunesse. Oui, et plus que discuter même, aller sur des actions vraiment plus que concrètes. C'est super bien d'avoir un webinaire où on se rencontre en acteurs, que chacun prenne conscience de la solution qu'amène l'autre personne sur le marché, etc., qui donnera suite à de futures collaborations qui pourront encore plus toujours bénéficier à l'Afrique et surtout les jeunes. Donc, M. Faye, brièvement, une petite intervention avant de donner la parole à M. Kassé. Oui, je pense que l'essentiel a été dit sur les enjeux concernant l'ANAN, c'est de faire baigner plus tôt dans une culture numérique qui lui permette de pouvoir être un apprenant de notre siècle. Parce que l'apprenant de notre siècle, c'est une personne qui, à un certain stade, développe une culture d'autonomie. Et c'est vrai qu'en fonction de nos expériences, la manière dont nous abordons la question du digital learning va être différente. Digital learning appliqué à l'éducation, appliqué à l'enseignement moyen secondaire, à l'enseignement supérieur et à la vie professionnelle, c'est des exigences, c'est peut-être des méthodes, c'est peut-être des approches qui peuvent être différentes. Mais qu'à cela tienne, quelle que soit la manière dont on aborde la question, le digital learning reste un outil fondamental sur lequel nous devons, en Afrique, davantage intervenir, davantage investir, davantage faire des recherches pour mettre en place des outils modernes. Ces outils existent dans plusieurs pays d'Afrique déjà, et alimenter ce digital learning par plus de contenu pédagogique qui serait adapté aux réalités du continent. Je pense que c'est également ça le défi. On parle d'un canal. Il faut que l'information qui transite par le biais de ce canal puisse servir à apporter une solution à une problématique rencontrée dans le cadre de sa vie de tous les jours. Et à ce niveau, il y a encore de réels défis. Il y a encore de gros challenges qui nous interpellent. Mais les autorités en sont conscientes. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine ces dernières années, sous l'impulsion des États, mais aussi sous l'impulsion des entrepreneurs, sous l'impulsion des penseurs, des hommes d'affaires. Et donc, voilà, je pense que tout est en train de se mettre en place. Il y a des raisons d'espérer. Merci. Merci à vous, M. Faye. Vous l'avez dit, il faut surtout pousser à l'utilisation aussi, faire travailler l'écosystème, mettre la base, créer des solutions, mais aussi pousser à l'utilisation. Est-ce que M. Kassé est là et M. Vincent de Go My Code pour un dernier mot avant 17 h? Est-ce qu'ils sont là? En attendant, je vais prendre... Oui, moi, je suis là. Je suis là également. Je prendrai la suite. Allez-y, M. Kassé. D'accord. M. Kassé, allez-y. Notre invité d'honneur pour ce webinaire. Un dernier mot, M. Kassé?
Monsieur Cassé, s'il n'est pas là, Monsieur Vincent, vous pouvez prendre la relève. Voilà, été malheureusement depuis tout à l'heure. Alors, nous avons du mal à entendre Monsieur Cassé. Monsieur Vincent, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour un mot sur la thématique? Parce que nous... Allez-y, allez-y. Merci beaucoup à tout le monde et à Toucher surtout pour l'organisation de ce webinaire. C'était vraiment très intéressant, surtout à tous les intervenants qui ont fait des interventions de qualité. Je rebondis rapidement sur deux petits éléments. Effectivement, le premier élément, les échanges entre les différents intervenants du domaine est très, très important, je trouve, selon moi. Et donc, ce que Toucher est en train de mettre en place est particulièrement intéressant pour pouvoir justement développer ces thématiques à travers ces webinaires et autres types d'événements. Donc, moi, rapidement, je présente ce qu'on fait. Donc, nous, moi, je suis le représentant de Go My Code Sénégal. Go My Code Sénégal, c'est un nouveau système de formation dédié justement aux jeunes et aux moins jeunes sur tous les métiers du digital. Donc, en fait, nous, on intervient donc, par rapport à ce séminaire-là en tant qu'acteur dans l'essor du digital learning sur le digital. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que nous, on joue simplement la partie donc, du digital learning, mais appropriée au digital. Et dans ce contexte-là, en fait, ça rejoint un petit peu ce que tous les intervenants ont dit précédemment. Le modèle d'apprentissage doit évoluer, a évolué, parce que la société a évolué depuis un certain nombre d'années et que nous avons besoin de nous adapter à cette nouvelle société jeune qui n'a pas les mêmes repères que la précédente. Si on faisait un sondage, par exemple, aujourd'hui, j'imagine que tout le monde autour de ce webinaire a eu des cours avec un professeur dans un tableau blanc qui écrivait, donc avec du passive learning. Maintenant, on évolue vers de nouveaux modèles qui peuvent être complètement différents, typiquement de l'active learning, avec ce qu'on fait par exemple chez Go My Code, qui du coup permet une nouvelle vision de l'apprentissage. Et donc, tout ça est possible surtout grâce aux moyens du digital. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très important de parler de cet essor de digital. Et du coup, pour aller rapidement et conclure, moi, je trouverais que ce serait intéressant aussi, au-delà de parler de l'essor du digital learning, ce qui serait intéressant, c'est d'aborder aussi les différents modèles de digital learning qui peuvent exister et quelles sont leurs forces, leurs avantages et est-ce qu'ils sont adaptés et comment ils pourraient être adaptés au quotidien, justement, sur ce continent africain, de cette jeunesse ou de ces gens en reconversion pour pouvoir justement s'adapter au monde qui nous attend là, dans les 20 ou 30 prochaines années. Voilà, merci encore Toucher pour ce webinaire. Je laisse la parole. Merci à vous, Vincent, pour rappel qui représente Go My Code. Et Monsieur Cassé, je ne sais pas s'il n'est toujours pas en ligne. Je suis là, hein? Oui, allez-y, un mot de la fin. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. OK, merci Madame Wade. Merci à toute l'équipe de Toucher, avec à sa tête son président, Abdoulaye Meng. J'avoue que j'ai beaucoup appris parce que, comme je disais lorsque je me présentais, je suis philosophe de formation et journaliste de métier. J'ai tiré beaucoup de cet échange. Je pense que nous avons eu droit à des interventions expertes très pertinentes qui ont jeté une lumière vive et sur les enjeux, mais également et surtout sur les défis. Et pour ma part, le défi majeur de ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord notre capacité à fabriquer des connaissances et des savoirs. Et à mon avis, chacune de vos initiatives doit, en plus d'être des plateformes d'échange, d'apprentissage et de transmission, être également des fabriques de connaissances et de savoirs. Quand je le dis, c'est de nouveaux modèles qui prennent en charge ce que nous avons d'universel et qui est issu
de la recherche en général, mais également c'est leur croisement avec les connaissances endogènes. Voyez-vous, si vous allez dans n'importe quel coin de rue à Dakar, vous rencontrez des jeunes mécaniciens qui n'ont jamais été à l'école, qui vous démontrent le moteur d'un véhicule. Ils ont appris dans le tas. Et vous, une de vos missions, à mon avis, c'est de les faire passer en échelle, c'est-à-dire qu'ils montent en compétence afin de ne pas être simplement dans l'empirisme du véhicule à réparer, mais également dans le principe du véhicule qu'il faut, et à ce moment, il faut dépasser juste la réparation pour aller dans la production. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, je pense que quelqu'un l'a dit tantôt, je voudrais parler de la question des partenariats. Il y a des partenariats stratégiques qu'il faut tisser. Parce que de toute évidence, les choses ne seront plus comme avant. L'école au sens classique, la classe au sens classique sont tendanciellement obsolètes. Je veux dire, ça existe aujourd'hui, mais en termes de tendance, nous allons assister à forcément un dépérissement de ces notions, de ces manières de faire, parce que simplement l'essor du digital, l'essor du digital learning est tel que nous ne pouvons plus rester fidèles aux anciennes approches. Et ces partenariats stratégiques dont on parlait concernent le secteur privé et l'État, mais également au sein du secteur privé. Il faut, à mon sens, des partenariats stratégiques qui permettent d'avoir de véritables plateformes qui formulent des offres assez puissantes, parce que sinon, on peut avoir 10 millions d'initiatives, mais si elles sont isolées, elles manquent, à mon avis, de puissance, elles manquent de force. Et dans ce partenariat, il y a ce que j'appelle la conversation. Très souvent, l'État se concentre sur ses missions régaliennes, le secteur privé se met à développer des startups, des entreprises, etc. Mais la conversation, le dialogue entre ces deux acteurs majeurs est bon, je ne dis pas qu'il est inexistant, mais en tout cas qu'il est très faible. Il faut, à mon avis, de véritables plateformes de conversation entre ces acteurs-là, parce que c'est là que va s'ébaucher cette nouvelle pédagogie dont nous avons besoin, ces nouveaux contenus dont nous avons besoin, ces nouvelles stratégies de formation et d'éducation dont nous avons besoin, et qui, justement, pourraient apporter des solutions majeures, des solutions originales et innovantes à notre jeunesse qui a aujourd'hui à relever un défi majeur, c'est celui de l'éducation et de la formation. Je termine sur ceci. Je pense que tendanciellement, les charges d'infrastructure vont baisser. Je pense que c'est Ndiaye qui le disait tantôt. Les classes, comme je disais, deviendront de plus en plus des notions obsolètes. Et il conviendra donc de parler de plus en plus d'espaces ouverts. Et ces espaces ouverts n'ont pas besoin de bâtiments colossaux, de classes, etc., ou d'abris provisoires. Il y a donc une baisse tendancielle des charges d'infrastructures. Il y a une baisse tendancielle des investissements sur les livres, les cahiers, etc. Il y a justement d'impression et ainsi de suite. Et je pense que toute cette manne financière-là devrait être réinvestie dans le développement de nouvelles pédagogies, dans le développement de nouveaux contenus et dans le développement de nouvelles méthodologies pour la génération de connaissances. Je pense que donc, de ce point de vue, ce que Touché fait est extrêmement important. Moi, personnellement, je suis devenu un fan. Je crois que je suis le président du fan club, mais également le président du fan club de tous ceux qui ont
émis tout de suite des interventions et qui travaillent sur des plateformes. Je vous remercie. Alors, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Kassé. Merci encore une fois de nous avoir honorés de votre présence. Vous êtes revenu sur plusieurs points extrêmement importants actuellement. Et merci encore pour la disponibilité. Alors, ce qu'on va faire, merci, je vais en profiter aussi pour remercier nos speakers, notre autre invité, GoMyCode, et tous qui ont bien pu se connecter à cette session. Très, très, très pertinent, Monsieur Kassé, votre intervention. Ce qu'on va faire, moi, je vous donne rendez-vous sur la plateforme Toucher, www.toucher.com, pour poursuivre la discussion. Parce que le webinaire, c'était prévu de 15h30 à 17h. On va essayer de répondre à une question et je vous donne rendez-vous sur Toucher. On vient de créer un groupe de discussion dédié à cette thématique parce que je crois que l'échange peut se poursuivre. Plusieurs partenariats peuvent venir de cela. Mais je vais prendre une question avant de vous donner rendez-vous sur notre plateforme. Je vais regarder dans le chat. Je vais choisir une question. Je vais regarder une question et essayer de faire intervenir Monsieur Abdoulaye Meng, s'il est toujours connecté. Alors, oui, bonjour. Oui, Monsieur Meng, je trouve le temps. Oui. Alors, oui. ça va encore prendre du temps, mais est-ce que vous avez un mot, un dernier mot de la fin sur la plateforme Toucher, la solution qu'on est en train de développer, sur les participants à ce webinaire, et on va clôturer par votre mot de fin. Oui, enfin, moi je tenais d'abord à remercier bien sûr mon grand frère Kassé, Amidou Kassé, de nous avoir fait l'honneur d'être présent lors de ce webinaire. Je veux remercier Chérif, je veux remercier aussi notre hôte étranger, Madame Samb. Remercier en fait vraiment toutes les personnes qui donc ont donné une contribution durant ce webinaire, qui confirme en fait réellement aujourd'hui et qui nous conforte dans cette idée donc, que nous avons lancée, cette plateforme que nous avons lancée, et qui va certainement aussi se développer dans les mois à venir, dans les semaines à venir, parce qu'il y a encore beaucoup de fonctionnalités qu'on va installer. Le prochain webinaire sera donc organisé sur la plateforme, parce que nous allons installer donc d'ici le mois de novembre-décembre un système de Zoom sur la plateforme donc Toucher, qui sera donc une plateforme de visioconférence aussi. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que nous allons mettre en place. Donc on vous invitera au prochain webinaire qui sera donc sur Toucher et qui sera connecté certainement à d'autres plateformes donc de visioconférence. C'est un projet ambitieux, mais c'est surtout un projet fédérateur. Nous avons mis en place une plateforme aujourd'hui qui est un agrégateur pour accueillir tous les acteurs. Donc de l'éducation, de l'EdTech en fait. Il y en a beaucoup. Moi, je suis très surpris et impressionné par le niveau de ces acteurs aujourd'hui, qui aujourd'hui, bon, c'est incroyable. Moi, je découvre aujourd'hui des jeunes extrêmement brillants, extrêmement, mais ils n'avaient pas, pour moi aujourd'hui, le grand frère Kassé le disait tout à l'heure, il disait qu'il faut fédérer un peu tout ça. On se découvre aujourd'hui, on a découvert des acteurs, on a vu des gens qui se battent. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un Chérif Ndiaye qui aujourd'hui, à qui d'ailleurs, en rigolant, je vole son expression,
les gens de bien. Quand on dit les gens de bien, ça veut tout dire, ça représente lui-même d'ailleurs, qui est un homme vraiment un homme de bien, et pour lequel j'ai extrêmement d'admiration pour ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, on va essayer de fédérer nous, un peu tous ces gens chez nous, sur la plateforme. On est un agrégateur. Nous, on est là pour accompagner, pour recevoir et diffuser à un maximum de personnes. Je pense que ça, il faut le comprendre. Toucher est fait pour accueillir une dizaine de millions de personnes aujourd'hui. On a l'ambition d'en accueillir un peu plus pour vous permettre, vous, acteurs, de diffuser aujourd'hui la connaissance et le savoir. C'est ça l'objectif de Toucher. Nous sommes vraiment nous sommes une forme de Netflix de l'éducation. C'est ça que nous essayons de mettre en place avec les acteurs, tous les acteurs qui sont les bienvenus sur la plateforme, qui est gratuite. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas une plateforme payante, nous sommes une plateforme gratuite aujourd'hui, et on le restera. Et je vous rassure, vous ne serez pas demain le produit. Donc, comme c'est le cas sur d'autres plateformes où aujourd'hui, vous avez plus tendance à recevoir de la publicité et à recevoir des posts qui ne vous concernent pas. Non, nous, aujourd'hui, chez nous, les acteurs ont la main. Aujourd'hui, les patrons de la plateforme sont les utilisateurs de la plateforme. Nous n'avons pas conçu des algorithmes pour vous mettre de la publicité, pour vous envoyer des messages publicitaires. Non. On a fait une plateforme aujourd'hui, c'est une trentaine d'intelligences qui se sont réunies ces 2 dernières années pour le mettre en place. On a des gens de toutes nationalités. On a une dizaine de nationalités qui ont travaillé sur ce projet-là. Nous avons fait des gros investissements pour arriver à cette première version. On vous invite au mois de janvier à la deuxième version. On vous invite au mois de janvier, l'application sera disponible. Nous sommes en négociation avec des grandes universités étrangères qui vont arriver, des grandes universités africaines aussi, surtout, qui vont arriver, des professeurs africains, des professeurs de partout. Comme je le dis aujourd'hui, la demande de Toucher est en Afrique, mais l'offre, elle est partout. Elle est à Dakar, elle est à New York, elle est à Addis Abeba, elle est à Paris, elle est partout. Donc, Toucher est un projet de tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche exclusive, on n'est pas fermé. Et donc, voilà, c'était vraiment, je vais faire très court, c'était vraiment pour vous inviter, vous tous, à nous rejoindre et que l'aventure soit belle. C'est une aventure africaine. Il faut qu'on passe du modèle consommateur, parce que nous, les Africains, on est des consommateurs. On préfère aujourd'hui aller sur Facebook, aller sur LinkedIn, il faut aller sur les plateformes africaines et les développer. Nous avons mis en place une plateforme qui est dans le même niveau de standard que LinkedIn. Parce qu'on a investi pour ça. On a investi beaucoup d'argent pour avoir cette plateforme-là aujourd'hui. Et on n'en a pas honte aujourd'hui. Moi, j'ai des appels de l'étranger, des gens qui m'appellent. Je suis un peu parfois scandalisé parce qu'on me dit, on ne savait pas qu'en Afrique, on pouvait faire des choses comme ça. Oui. On peut le faire. On peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux que Toucher. Beaucoup mieux que Toucher. Hein? Et je vous invite, vous tous, il faut qu'on montre aussi au monde qu'on sait faire des choses ici et on sait les faire mieux. J'en suis convaincu. Donc ça, moi, c'est une conviction que j'ai. J'ai vécu pendant très longtemps à l'étranger. Je connais le modèle étranger. Je sais comment ça fonctionne. On a une capacité de faire ici, mais il faut qu'on croie d'abord en nous. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était mon message. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Meng. Merci à tout le monde de vous être connecté sur ce webinaire Essor du Digital Learning, enjeux et opportunités en Afrique. Moi, je vous donne rendez-vous sur la plateforme www.toucher.com pour poursuivre la discussion. Le lien est dans le chat. Je vous donne aussi rendez-vous sur nos réseaux où nous partageons toute l'actualité de Toucher en temps réel. Nous sommes sur pratiquement tous les réseaux sociaux, mais aussi l'actualité est diffusée sur notre page pro dédiée sur la plateforme Toucher. Nous vous réservons beaucoup de surprises. Actuellement, nous allons faire notre lancement officiel au mois de novembre et beaucoup d'autres activations et, pour la communauté qui est dans le digital learning. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. C'était Marie-Wade pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Mike. Voilà, au revoir. Au revoir.